Nous avons trois invités, non, quatre. Emmanuelle Labo, la réalisatrice du film que vous venez de voir, est excusée. Elle avait une autre activité aujourd'hui. Nous avons ici devant nous Aïcha Dabalé, que vous avez vu dans le film. Yvette Barillo, qui est la référente Éthiopie sur le projet des femmes solidaires. Et Fabienne Richard, qui est la directrice du GAMS, donc le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Alors, on s'est concerté en 1 minute maintenant pour voir comment on allait animer la soirée. On s'est dit, on va vous donner la parole d'abord, on va vous proposer de faire une série de questions, et alors nos invités y répondront. Ça va? Alors je demande s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, que ce soit sur le film, que ce soit sur le principe, que ce soit sur les mutilations en général, des demandes d'explications, des compléments d'informations, toute une série de choses qui sont susceptibles de vous intéresser, de vous poser questions. Alors je vous propose de soit de venir les dire ici. Je pense que j'ai un petit peu de mou, de fil, pour venir proposer vos questions ici. Sinon, de parler bien fort de là où vous êtes, pour qu'on vous comprenne. Est-ce qu'il y a d'abord des gens qui veulent poser une question? Ah, ben voilà. Il y a un monsieur là-bas. Ici, là, tu peux. Oui. Je voulais simplement situer, que vous nous aidiez à situer par rapport à quand on voit le territoire des Afars qui est immense, avec cette quantité de gens qui est là-bas, etc. Et le nombre de personnes qui sont concernées ici, c'est déjà des centaines, nous dit-on, mais il y en a encore des millions, enfin des centaines de milliers d'autres. Est-ce qu'il y a une idée, quelque part, de faire tache d'encre, de faire tache d'huile et d'aller vers d'autres régions de l'Afar? Est-ce que c'est dans vos plans? Est-ce qu'on répond tout de suite aux questions, peut-être? Je pense que Fabienne, éventuellement, pourrait répondre à ça. Non? Vous avez des micros, là, hein? Vous pouvez vous en servir. En principe, ils ont branché, en principe, ils fonctionnent. Oui, donc en Éthiopie, dans la région de Travaillot, ça concerne déjà 2 millions la population afar d'Éthiopie, déjà c'est 2 millions de personnes. Et Gawani est la zone où nous travaillons. Nous travaillons dans 7 villages aux alentours de Gawani. Et sur ces 7 villages, depuis 10 ans, nous avons recensé, enfin, les maires avec lesquels nous travaillons dans ces 7 villages, nous avons 850 petites filles, ça c'est sûr, ça a été contrôlé, vérifié. Nous avons 850 petites filles qui ont été sauvées grâce au programme que mène Femmes Solidaires dans cette partie du pays afar. Les pays afar, comme je le disais, est immense en Éthiopie. Et il y a 5 zones. Et nous travaillons dans une petite partie de la zone 3. Donc, pour vous dire, il y a encore des milliers de petites filles et des villages où personne n'intervient et qui sont exposés à ces pratiques dans cette partie de l'Afghanistan. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que les pays afars, ce n'est pas en Éthiopie, c'est pas une zone où les ONG se bousculent. C'est que, vous avez vu, c'est aride, c'est sec, il pleut très rarement, il y a beaucoup de sécheresse et tout. Et donc, les ONG, la plupart du temps, préfèrent travailler dans les hauts plateaux éthiopiens avec une température clémente où il fait 20-25 degrés. Et je vous assure qu'il y a parfois 90 ONG dans une région, alors que nous, on rentre depuis des années pour avoir quelques ONG qui viennent s'intéresser, travailler avec en pays afar. Donc,
vous dire, nous, c'est vraiment tout petit ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je profite de mon passage à Liège et puis en direction des affaires d'Éthiopie, des Djibouti ou d'Érythrée, n'importe, et puis des ONG, des associations, pour dire vraiment, les femmes ont besoin des soutiens. Mais je ne dis pas il faut faire à leur place, parce que les femmes affaires nous ont pas attendu. Elles n'attendent pas que les ONG ou les associations viennent de France ou d'Europe leur dire voilà, il faut vraiment lutter contre ces pratiques. Non, elles sont déjà là. Il y a des pionnières, elles sont là sur le terrain tous les jours. Elles font du porte-à-porte, elles font un travail magnifique. Vraiment, elles sont là. Et c'est juste qu'elles ont besoin des personnes enfin, à leur côté. Voilà. La loi de 2011 qui interdit, si j'ai bien compris, ça s'applique à tout le territoire, mais n'est pas respectée. Oui, la loi, c'est pour tous les territoires affaires, bien sûr, mais elle n'est pas respectée. La police ne fait rien. Il faut déjà qu'il y ait des signalements. Il faut déjà que la police le sache. Il faut déjà que l'État soit au courant. Il faut déjà que les villageois le disent. La plupart des temps, ils ne disent rien. Et parce que la personne qui va aller... comment dire, faire un signalement, eh bien, on va la montrer le lendemain du doigt, il vaut mieux qu'elle déménage, quoi, parce que la loi, elle est très sévère. C'est une loi, elle n'est pas beaucoup appliquée, mais quand il y a un signalement et que la famille a été désignée, qu'on sait, ce n'est pas simplement le père, la mère, il y a l'exciseuse, il y a la voisine qui a entendu le cri de la petite, il y a celle qui a tenu la petite, tous ces gens-là doivent répondre devant la justice. Donc, quand une famille, comme par exemple, il y a 5 ou 6 excisions dans un village, on sait que 6 fois 8 ou 6 fois 10, c'est souvent un nombre important de personnes qui sont emprisonnées. Ce n'est pas uniquement le père, la mère et l'exciseuse. Donc, je sais que la loi a le mérite d'exister. C'est super. Mais maintenant, il y a d'autres groupes de femmes, des réseaux, d'autres associations de femmes qui luttent aussi pour l'application de cette loi. Et il faut dire qu'en Éthiopie, elles sont vraiment fantastiques parce qu'il y a les délégués aux droits de femmes, là on n'en parle pas, mais elles font un travail avec très 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 peu de moyens. C'est fantastique ce qu'elles font. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame, devant? Oui. Tout d'abord, je voulais marquer mon admiration pour votre travail. Ça me touche beaucoup parce que je suis allée travailler en Éthiopie il y a très longtemps. Et puis, le travail que vous faites en Femmes solidaires, je voulais savoir si vous arriviez à répertorier les exciseuses des villages, notamment concernés actuellement. Est-ce que c'est possible d'identifier les exciseuses et quel impact justement vos groupements, vos groupes d'action peuvent-ils avoir sur les exciseuses? Il y a un témoignage ici elle devient finalement, elle est accoucheuse, elle est matrone, enfin bon voilà, elle est accoucheuse traditionnelle. Donc vous arrivez à identifier? Oui. Et donc, dans les villages où on travaille, c'est relativement facile parce que 2 fois par an, minimum, on est déjà là. On est tout le temps à leur côté, quoi. On revient 2 fois par an, parfois 3 fois par an. On est dans les 7 villages, on connaît qui est qui. On connaît celle qui excise, celle qui a déposé le couteau, celle qui est en train d'hésiter. On connaît tout le monde. Donc, les exciseuses de nos 7 villages, certaines sont parties. Effectivement, c'est fermé avec le gynécologue accoucheur là, que vous avez vu tout à l'heure, Claude-Émile Tourné. Les a formées, donc elles sont... Et puis aussi, elles sont parties... ça, c'est les gouvernements affaires aussi qui leur comment dire, payer des formations pour qu'elles deviennent accoucheuses traditionnelles des matrones. Et c'est vrai qu'aucun programme de lutte contre l'excision, les programmes... Enfin, quand on est sur le terrain et qu'on veut lutter contre l'excision, ce n'est pas possible d'ignorer comment dire, les exciseuses. Et il faut vraiment trouver, comme c'est leur gagne-pain, à leur faire autre chose. Donc elles sont souvent converties en matrones, donc accoucheuses traditionnelles. Il faut savoir que quand on les tient à l'écart et qu'on les ignore, elles sont redoutables.
elles sont redoutables et elles ont un pouvoir énorme, donc il faut tenir compte d'elles. Et nous nous sommes aperçus que par contre, quand elles sont de notre côté, qu'elles ont déposé les couteaux, c'est des femmes vraiment fantastiques parce qu'elles ont un pouvoir vraiment important dans les ateliers des sensibilisations ou dans les rencontres. Elles disent, voilà, moi j'ai déposé les couteaux, mais avant ça, j'étais une criminelle, j'ai assassiné tant de petites filles, et c'est des paroles très fortes. Donc voilà, nous on tient compte d'elles, et il y a d'autres associations avec lesquelles nous collaborons aussi sur place, qui tiennent compte aussi des exciseuses et qui les recensent. En fait, suivant les villages où on travaille, on recense les exciseuses présentes et puis on sait exactement celles qui ont déposé les couteaux, celles auxquelles il faut faire attention, qu'il faut suivre de près. Est-ce qu'il y a eu des emprisonnements? Oui, il y a déjà 300 personnes en prison là. Des exciseuses? Il y a des exciseuses, il y a des parents, dans la prison de Barta, il y a 300 personnes en prison en Éthiopie, dans la région Afar. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui posent des questions? Oui, vous savez venir ici, s'il y a un moyen. Je n'ai pas assez de longueur. Elle va parler fort. Donc, je voulais savoir, est-ce que quand vous avez fait le tournage en Éthiopie, est-ce qu'il y a eu des hommes qui se sont opposés à ce tournage? Des hommes du village? Des hommes du village? Non, il y avait des hommes du village qui étaient pour que ces pratiques perdurent, qui étaient pour l'excision, mais ils ne nous ont pas empêchés. Enfin, j'aurais bien aimé que Daniel soit là, parce que c'est des villages qu'on connaît. C'est une population qu'on connaît, avec l'école, on travaille depuis plus de 10 ans, donc on a été bien accueillis. Enfin, elle n'a pas eu de problème du tout, la réalisatrice, quand elle est venue. Voilà. D'autres questions? Merci. Tout à l'heure, vous avez montré, dans le film, on voit une carte où on voit les différents pays où les mutilations sont pratiquées. Est-ce qu'en Éthiopie, c'est un phénomène qui touche toute la population ou plus particulièrement la région Afar? L'excision? Oui. L'excision est pratiquée dans beaucoup de communautés en Éthiopie. Et contrairement à ce qu'on pense, elle est pratiquée chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les orthodoxes du plateau. Mais parce qu'en Éthiopie, c'est généralisé. Oui, il y a des communautés qui ne pratiquent pas, mais beaucoup de... Par exemple, les petites qui étaient à Gondar, les petites falachas, les juifs falachas, ça se pratiquait aussi, elles étaient excisées. Bon, mais elles ne sont pas infibulées, parce que là où c'est vraiment la forme la plus radicale, c'est chez les Afars, les Somalis et chez les Oromo, une partie de Oromo. Mais les autres, ils excisent, mais pas l'excision et l'infibulation. Mais beaucoup de communautés en Éthiopie excisent. Par exemple, le travail que Madina Issé, Halima Issé et Madina Aïdahis faisaient, eh bien, il y a des copines du haut plateau chrétien qui font le même travail pour faire du porte-à-porte, pour dire, voilà, ça n'a rien à voir avec la religion, il ne faut pas exciser les petites. Eh bien, elles ne sont pas musulmanes, mais enfin, elles font le même boulot que dans la partie musulmane. Merci. D'autres personnes? Oui, moi je me demandais, donc là on voit que la sensibilisation continue à être faite vis-à-vis des femmes, et je me demandais, est-ce que la sensibilisation est faite aussi vis-à-vis des hommes, et comment est-ce que c'est reçu par les hommes dans les communautés, etc. Oui, alors pendant de nombreuses années, c'est vrai que les ateliers de sensibilisation, de rencontres, c'était uniquement entre les femmes. Les tantes, les grands-mères, des petites filles qui étaient concernées. C'était toujours une histoire des femmes. La réunion, c'était uniquement des femmes. Et puis, là, ces derniers temps, ça a changé. Ces 10 dernières années, par exemple, dans les ateliers de sensibilisation, il y a des hommes et il y a des femmes. Et il faut savoir que
il y a des hommes qui ne font pas les liens. Par exemple, il vient dans un atelier, il dit voilà, moi ma première épouse, elle est morte en donnant la vie à mon enfant. Quelque temps après, il reprend une autre. Et la deuxième meurt, on couche, en mettant. Mais ils ne font pas le lien souvent parce qu'elles sont excisées, elles sont infibulées, elles sont anémiées, elles sont très mal nourries. Et tout cela fait que elle s'est mariée à 13-14 ans et à 15 ans, il y a plein de petites filles qui meurent. Elles sont, au premier enfant, elles meurent à tel point qu'en Occident, par exemple, l'accouchement, c'est un moment sympa. On prépare, je sais pas, la chambre, le lit, on va l'habiller en rose, en bleu et tout. Chez les Afars, non. Chez les Afars, c'est un moment où elle dicte ses dernières volontés. Elle dit, voilà, s'il m'arrive quelque chose, tu essaieras d'élever l'enfant dans telle famille, dans la famille de son père ou dans ma famille. Tu donneras ma chèvre à l'enfant s'il me survit, ainsi de suite. C'est un moment vraiment où on dicte, c'est pas un moment sympa, l'accouchement en pays afar. Et c'est très dur, ouais. Et donc il y a de plus en plus d'hommes qui sont sensibilisés. Oui, pardon. Oui, parce que je suis partie sur le... Oui, non, pas de souci. Oui, il y a des plus... Donc maintenant, ils sont, c'est vrai, ils font partie, je ne sais pas, dans les films à un moment donné, ils donnent leurs avis, et ils disent on ne veut pas que notre fils se marie avec des filles non excisées, ils donnent vraiment leurs avis. Et il y a souvent des réunions mixtes, donc parfois même c'est le soir, et malheureusement on a aussi des problèmes, ça c'est toute une autre histoire, mais avec des prédicateurs aussi qui viennent d'un pays afar, en Éthiopie, et qui disent qu'il ne faut plus qu'il y ait des réunions mixtes avec les hommes et les femmes. Donc quand les femmes ont terminé tout leur travail, qu'elles ont fini d'évacuer à leurs occupations, qu'elles ont rentré les vaches, les chèvres, parce que c'est des éleveurs, et bien après il y avait des réunions mixtes et qu'on interdit maintenant, et ça aussi, ça nous préoccupe. Et de plus en plus, donc il y a des hommes qui viennent, qui participent à ces réunions, et on s'est rendu compte que les copines sur place, sur le terrain, elles étaient beaucoup plus efficaces depuis que les hommes sont là. Et on arrive à faire avancer, parce qu'ils ont un tel pouvoir aussi chez eux, chaque homme, que voilà, ils sont entendus différemment, quoi. Merci. Justement, nous avons la chance d'avoir dans cette salle assez bien d'hommes d'origine djiboutienne. Peut-être l'un d'entre eux pourrait nous expliquer un petit peu ce qui se fait pour l'instant au niveau de la Belgique. Je pense qu'il existe au niveau du GAMS un groupe qui s'est créé il y a quelques mois, qui s'occupe particulièrement de réunir les hommes pour discuter le coup sur les mutilations. Et je pense que Fabienne pourrait nous en dire quelque chose, et que je pense à Souleymane qui est dans la salle, là, pourrait nous en dire aussi quelque chose en tant qu'homme acteur de cela. Fabienne, pour commencer peut-être. Merci Jacques. Donc, enfin, on a donc un projet européen qui s'appelle Men Speak Out. Donc les hommes osent parler autour de l'excision, avec l'Angleterre, la Hollande et la Belgique. Et donc le GAMS a la chance de coordonner ce projet. Souleymane, là, qui est un des hommes qu'on appelle en anglais peer educators, un homme relais, qui s'est engagé, après avoir suivi une formation au GAMS, à aller ensuite sensibiliser d'autres hommes dans sa communauté ou d'autres communautés, tout seul ou avec d'autres. Et alors, dans chaque pays, on s'est engagé pour l'instant à former un premier groupe d'hommes de 15 personnes, mais dans chaque pays, donc ça serait 45 en tout. Demain, on sera ensemble à Bruxelles. Ce sera la dernière session de formation. On se retrouve le week-end, le samedi. Et l'année prochaine, on aura un week-end à Amsterdam où on va réunir tous les hommes des 3 pays pour lancer la grande campagne de sensibilisation. Donc on a fait des petits spots vidéo, des petits clips vidéo très courts où des hommes témoignent. Pourquoi ils s'engagent? Parce qu'ils ont vu leur femme souffrir à l'accouchement, ils ont perdu un enfant, ils veulent protéger leur fille. Donc chacun a une histoire un peu personnelle. Parfois il y a eu un déclic dans leur vie. Pourquoi parfois c'est la nuit de noces. Parce que c'est vrai que dans le film, on disait les hommes préfèrent les femmes serrées, ils ont plus de plaisir, mais je crois que c'est faux. Il y a des hommes maintenant qui disent faire l'amour à une femme
qui se mord les doigts pour pas crier ou qui est là complètement inerte et qui attend juste que ça passe, ben c'est pas ça l'amour, et donc ils réalisent qu'ils passent à côté de quelque chose dans leur vie. Donc je crois que les hommes maintenant ont un autre discours, mais il faut oser le dire devant les autres. Donc il faut avoir le courage de le dire en fait. Moi je pense qu'on force un peu les hommes à être violents. Je pense pas qu'un homme il naît violent, mais il doit, lors du mariage, on lui dit tu dois être un homme fort, tu dois déchirer ta femme. Et moi je me dis, j'imagine dans la tête de ce jeune homme, qu'est-ce qu'il doit penser lui-même. Enfin, je pense pas qu'il est né violent, mais en fait la culture aussi lui dit, ben vas-y, si tu es un homme fort, tu dois déchirer ta femme. Donc si on peut changer toute cette valeur-là, je pense qu'il y a les femmes qui souffrent et les hommes en fait. Voilà. Donc on espère qu'avec ce projet, il y a des choses qui vont bouger. Pardon, mais vous pouvez réagir, hein, vous ne pouvez pas être d'accord avec ce que je dis, hein, c'est un débat. Tout à fait, si vous n'êtes pas d'accord, on peut débattre. Oui, en fait, Africa, ça a été عيشة تميتيني تتبلونه تتهجتان تلينيكا دون محسن كحيه أساكم حي عدم ريافتها إنما سنكاد محي السرول المثبت هاي isin kado serote leniki te titashi takaduna em hay gabaru baisai nanu kaduna ici sinitana kadu gahsenu. Donc ce que j'essaie de dire c'est que il y a la communauté afar qui est fortement représentée dans la salle, qui sont venus voir spécialement Aïcha et son invité, parce que Aïcha Dabale quand même est assez connue dans la communauté afar. Donc s'ils ont des questions, ils peuvent aussi poser la question. Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez été menacé donc, quand on va dans une région assez reculée en combattant l'excision, qui est quand même une tradition assez ancestrale? Est-ce que les personnes, comment dirais-je, françaises, quand vous venez dans le village afar, est-ce que la communauté vous a bien accueilli? Je ne pourrais pas répondre complètement à cette question, puisque Simone, que vous avez vue dans le film, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, donc effectivement, qui est à l'origine du projet de marrainage, nous a quittés en 2010, et je dirais que c'est moi qui ai repris un peu le dossier dans, j'allais dire, la deuxième phase du projet dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc sur le marrainage, le travail avait été fait par effectivement Simone et les amis, dont certaines avaient été là-bas. À aucun moment elles se sont senties menacées, en tout cas de ce que j'en sais, d'autant qu'en plus c'est elles les femmes afar, qui effectivement les avaient sollicitées et qui souhaitaient leur présence, et elles étaient accueillies avec beaucoup de bonheur, et donc elles leur ont réservé un accueil fabuleux à chaque fois. Sachant que le marrainage, une fois mis en place, a apporté un certain confort quand même pour ces femmes. Ça permettait de faire vivre la famille, d'élever l'enfant, parce qu'on a vu que dans le marrainage il y avait 3 volets, ce qui a permis effectivement pendant ces 5 années, 5-6 années, de mettre en place une vraie, j'allais dire, une vraie solidarité, aussi une éducation de ces petites filles, et puis de ces femmes aussi qui ont eu envie d'aller plus loin. Hein. Parce que dès le départ, elles ont demandé la construction du refuge, qui n'a jamais vraiment servi de refuge, puisque finalement, quand on l'a inauguré en 2014, puisque le film date de 2014, la loi était passée par là, le travail avait été fait sur la lutte contre l'excision, donc là, les 850 petites filles, c'est presque à ce moment-là qu'on a arrêté d'ailleurs le marrainage, et qu'on est parti sur un autre volet qui était le volet éducatif et l'autonomie des femmes, c'est-à-dire leur donner cette possibilité de pouvoir s'autofinancer, d'être responsable effectivement de l'éducation de leurs filles. Et c'est ce projet qu'on a mis en place sur 2015. Donc dès 2015, on a travaillé sur l'autonomie en leur donnant par l'achat de matériel, machines à coudre, etc. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans une région d'éleveurs, donc les femmes, finalement, oui, on les voit construire de la boïta, elles savent faire plein de choses, mais elles savent surtout élever leurs bêtes.
Et donc, il fallait qu'elles apprennent. Alors, certaines tissent, enfin, effectivement, ils cultivent des roseaux, donc il y a des nattes. Les nattes sont fabriquées effectivement par les femmes affaires, mais globalement, elles ne maîtrisent pas du tout la couture, elles ne maîtrisent pas, à part les colliers, parce qu'elles ont des superbes colliers, vous l'avez vu, mais finalement, donc elles ont envie évidemment de faire des choses, et donc nous, on a été là pour ça, pour les aider. C'est-à-dire, depuis le mois d'octobre, Femmes Solidaires a souhaité qu'elles aient une formation de couturière, donc il y a une femme d'Érythrée Afar qui parlait, une chose qui parle Afar, parce qu'il fallait aussi quelqu'un du cru, et qui ait une formation de couturière, ce qui n'est pas évident non plus. Donc Aïcha a été la chercher, je dirais, dans le nord de l'Éthiopie, le nord-est, près de Djibouti, et effectivement, depuis quelques mois, elles ont des formations. Pareil pour l'alphabétisation. Il y a un instituteur qui vient dans cette maison et qui distribue des cours d'alphabétisation. Donc tout ça, ce travail-là, fait qu'effectivement les femmes ont envie de se prendre en main. Et dernièrement, le souhait, c'était quand même comment on lutte contre le mariage forcé, puisque vous l'avez vu là, il y a deux scènes où on voit cette petite fille sous la tente avec ses tresses, c'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs, avec ses tresses qui sont tressées de perles, et avec son regard d'une tristesse épouvantable, qui évidemment est mariée à son cousin. Donc on s'est trouvé là au moment du mariage. Et une autre petite fille qu'on voit qui est magnifique, qui a 12 ans, qui était mariée avec un monsieur de 70 ans. Donc on s'est dit ça, c'est plus possible, quoi. Donc on a souhaité effectivement très vite mettre quelque chose en place, puisque bon, j'allais pas dire que l'excision c'était gagné, mais en tout cas c'était, on va dire presque gagné. Donc il fallait absolument trouver une façon de sauver ces petites filles. On a, avec Aïcha, on a une idée un peu géniale, c'est de dire, bon, on va trouver une maison, mais en location, et on l'aménage, et puis on va mettre une équipe sur place qui va effectivement accueillir ces filles de brousse, et voilà. Et au mois d'octobre, elles ont fait leur rentrée. Certaines avaient été mariées, divorcées à 12 ans, je ne sais pas si vous imaginez. Alors toutes, ce n'est pas des petites qui sont non excisées, hein, bien entendu, puisque les petites, elles n'ont pas tout l'âge, mais certaines ont intégré le pensionnat. Donc il y a 30 jeunes filles aujourd'hui, ou 30 filles de 11 à 16 ans, qui sont sous protection dans ce pensionnat et qui échappent au mariage forcé. Et qui évidemment vont être éduquées, vont donc au collège. C'est à combien de kilomètres c'est pas très loin, c'est à 20 minutes à pied en gros. Alors il faut savoir que la condition quand même, c'était que les petites filles habitent en brousse et soient à 15-20 km. Parce que bon, sinon elles peuvent aller à l'école. Parce que l'école, c'est comme en France. Hein. Dans les villages ruraux, vous avez l'école primaire qui est juste à côté. Par contre, pour aller au collège, il faut prendre le bus, etc. Bon, ben là-bas, il n'y a pas de bus. Hein. Il y a des ânes éventuellement, et puis des dromadaires, mais ça s'arrête là. Donc c'est un peu compliqué pour ces petites filles qui souvent sont obligées de pallier aux problèmes de santé des mamans, et très souvent c'est elles qui sont déscolarisées. Et d'ailleurs on l'a bien vu en visitant le collège, puisque notre présidente nous a rejoints, et donc on a fait une petite inauguration, puisque le maire là-bas est tellement, comment dirais-je, impressionné par le travail qui a été fait et qui est en train de se faire, du coup, il a souhaité effectivement témoigner sa gratitude, et on a pu faire une petite inauguration. Et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, sur les petites filles donc au collège, il n'y a que des garçons. Alors on se dit heureusement qu'on est passé par là, parce qu'on se demande effectivement, on arrive avec 30 petites filles, c'est que des garçons. Donc voilà, donc c'est pour répondre à oui, vas-y. Je veux bien. À la question de Samia, ce n'est pas nos amies françaises qui viennent nous aider sur place qui sont menacées, c'est plutôt les militantes Afar. C'est elles qui ont des problèmes avec les familles. Et dans tous les villages, enfin, dans les 7 villages où on travaille maintenant, ils les connaissent, mais dans les autres zones où il n'y a pas du tout d'ONG, il n'y a pas d'association, eh bien, c'est un peu plus difficile pour celles qui osent se risquer à venir parler excision et infibulation au fin fond de la brousse Afar. C'est pour ça que ça serait bien qu'il y ait
des femmes affaires. Enfin, je profite vraiment de la soirée pour lancer de nouveau un autre appel, voilà, pour aller sur place et puis voir vos sœurs d'Éthiopie. Voilà. Je vais faire la demande à ma directrice qui est là, donc si elle peut, si elle sait m'envoyer dans les régions affaires. Ben voilà, nous on est très contente de vous recevoir et on a vu aussi dans le film qu'il y avait Halima Issé qui est décédée ici en Belgique. On lui rend hommage aussi parce que voilà, la communauté ici a été fortement mobilisée parce qu'elle est quand même morte quelques mois après son arrivée ici.